Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Merci d'être au rendez-vous de l'actualité de ce samedi 15 janvier 2022. D'abord les grands titres. La carte Burundi demande à la justice de mener des enquêtes pour connaître le mobile de la mort d'un prisonnier au cachot de la police judiciaire en province Muyinga. Au sommaire également, le président de la République du Burundi a violé la loi en s'appropriant d'énormes étendues de terre. Pour l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques ORICOM, ces propriétés seraient entre autres les facteurs qui poussent les hautes autorités du pays à refuser de déclarer publiquement leurs richesses. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui essaiera de comprendre avec les contributions d'un analyste la problématique autour de l'abandon scolaire après le concours national à l'école fondamentale. Voilà pour les titres. Je vous le disais en titre, la justice burundaise devrait mener des enquêtes pour connaître le mobile de la mort d'un prisonnier au cachot de la police judiciaire en province Muyinga. Déclaration faite par Jean-Claude Ntiburumunsi, chargé du département juridique au sein de la carte Burundi. Selon lui, le point de vue de la police sur ce prisonnier qui se serait suicidé soulève des doutes. C'est au moment où d'autres sources parlent d'exécution extrajudiciaire du prisonnier en question. Écoutez plutôt Jean-Claude Ntiburumunsi. La CAC Burundi est vraiment consternée par la mort des détenus qui devient récurrente ces derniers jours. La mort du détenu du cachot du commissariat de Muyinga, la personne de Miburo Vincent, soulève plusieurs interrogations. Comment est-ce que la police avance le mobile de suicide alors que le cachot est suffisamment gardé par la police? Comment est-ce qu'il a pu se procurer la corde qu'il a utilisée alors qu'il était entre les mains des forces de l'ordre? Toutes ces interrogations montrent que le mobile avancé par la police n'est pas convaincant. Par ailleurs, nous avons d'autres sources qui renseignent que la victime n'a pas mis le pied dans le cachot du commissariat de Muyinga. Donc, l'hypothèse selon laquelle Miburo Vincent serait mort de bastonnade lui infligée par les policiers lors de son transfert du cachot communal Giterani vers le cachot du commissariat de Muyinga, notre entendement n'est pas écarté. Nous demandons d'ailleurs au ministère public de se saisir de ce cas en vue de décourager cette pratique d'assassinat des personnes privées de liberté et qui sont gardées par les forces de l'ordre. Nous rappellerons qu'en date du 21 décembre 2021, un cas pareil s'est produit en Ngozi où un certain Kalipunzira Mathieu a été tué par ses pères détenus étant au cachot du commissariat. Cette fois-ci, dans moins d'un mois, un autre cas vient d'être constaté dans le commissariat de Muyinga. C'est pour cela que nous demandons des enquêtes approfondies en vue de décourager cette pratique en punissant ceux qui seront les responsables de ces assassinats. C'était Jean-Claude Ntiburumunsi, chargé du département juridique au sein de la carte Burundi. En page droits de l'homme, le gouvernement tanzanien appuie sur l'accélérateur dans ce programme de refouler les réfugiés burundais se trouvant sur son territoire. Par le biais du commissaire chargé du département des réfugiés au ministère de l'Intérieur, le gouvernement de Samia Suluhu a annoncé qu'il compte organiser des interviews individuelles aux réfugiés burundais dans le but de s'enquérir du mobile qui pousse chacun à rester en Tanzanie. Une décision qui stupéfait les réfugiés burundais. Encore une fois, ces Burundais demandent l'intervention de la communauté internationale. Eric Nyonzima. Mercredi dernier, le cas de réfugiés de Nyarugusu avait des visiteurs. Il s'agissait du gouverneur de Kigoma et du commissaire en charge du département de réfugiés au ministère tanzanien de l'Intérieur, M. Sudi Mwakibasi. Une descente consécutive à la baisse de l'effectif de réfugiés burundais qui demandent à être rapatriés. Selon ce cadre, il y a un certain temps, ces burundais étaient rapatriés chaque semaine. Aujourd'hui, constate-t-il, on ne trouve que 27 réfugiés par semaine qui optent pour le rapatriement.
Une situation qui ne plaît pas au gouvernement tanzanien. Il compte faire des interviews individuelles pour connaître les raisons qui les poussent à refuser de rentrer. twahisemo ko dufatikanije na HCR dukora rusansuma tuzobaza impunzi yose mu giti cayo ikibuza gutaha ico twokwita ibibazo bigamije amatohoza. Les réfugiés voient en tout cela la voix du gouvernement tanzanien a parachevé son plan d'expulsion de réfugiés burundais. Ce dernier interpelle ainsi la communauté internationale à agir. Les Burundais avons été stupéfaits par cette mesure qui consiste à faire passer des interviews individuelles pour les réfugiés. Les réfugiés burundais sur le sol tanzanien suscitent des inquiétudes. Ce cadre tanzanien a toujours juré qu'ils aimeraient voir tous les Burundais rentrer chez eux jusqu'au 1er octobre. Nous demandons alors l'intervention de l'ONU. Pour rappel, au cours de cette même semaine, plusieurs signes qui démontrent que le gouvernement tanzanien a un ras-le-bol avec les réfugiés se sont manifestés. Le responsable du Kanyargusu a sorti un communiqué qui indique que les réfugiés burundais n'ont pas le droit au troisième pays, contrairement aux réfugiés congolais. Peu avant, les responsables des Kado, Douta et Nyargusu avaient ordonné la destruction des bananeraies se trouvant dans ces camps. Aussi, la chasse aux commerçants du camp avait été actualisée. Selon le HCR, au 30 novembre cette année, la Tanzanie restait avec 126 050 réfugiés burundais. Une des ONG qui s'occupe de la santé des réfugiés au cas de Nyargusu indique que le cas enregistre 200 naissances par mois. Merci à toi, Eric Nyonzima. Revenons au Burundi sur le même chapitre, droits de l'homme, où le mouvement Inamahoro dénonce les violences faites aux femmes vendeuses de fruits dans la ville de Bujumbura. Torture, spoliation et imposition de paiement d'argent comparables à la corruption, tel est le lot des violences policières à l'endroit de ces femmes. Une police est paradoxalement chargée d'assurer la sécurité de la population. Suivez à ce propos Marie-Louise Barichako, présidente du mouvement Inamahoro. Le mouvement Inamahoro déplore le traitement inhumain et dégradant imposé aux femmes burundaises vendeuses de fruits et de légumes, dont le seul tort aura été de chercher à se prendre en charge et de subvenir aux besoins de leur famille, particulièrement aujourd'hui dans la ville de Bujumbura, selon les informations qui nous sont parvenues. Les femmes sont malmenées, torturées, spoliées de leurs marchandises, forcées à payer des sommes d'argent sous forme de corruption et emprisonnées arbitrairement si elles ne payent pas. Les auteurs de ces actes, persécution et démotivation des femmes qui cherchent à s'autonomiser, ne sont nul autre que des agents de la police nationale dont les noms sont connus et dont les actes contraires à leur mission sont aussi connus de tous, y compris leurs patrons. Il devient dès lors difficile de savoir à qui faire appel pour le secours de ces femmes lorsque ceux-là même qui ont la charge d'assurer leur sécurité sont ceux qui les terrorisent et les empêchent de travailler librement et de jouir du fruit de leurs efforts. Au moment où le président de la République appelle tous les Burundais à lutter contre la pauvreté et où nous relayons cet appel aux femmes pour qu'elles s'assument et luttent pour leur autonomisation économique en vue d'apporter leur pierre à la construction du Burundi, c'est la police nationale qui leur barre le chemin, les terrorise et les décourage. Nous appelons le président de la République, la ministre du Genre et les autres femmes leaders du Burundi à agir résolument afin que ce genre de comportement soit définitivement banni au sein de la police burundaise, que les coupables soient punis, que les pertes subies par ces femmes soient compensées et que les femmes vendeuses de légumes et de fruits soient restaurées dans leur dignité et soient dûment respectées et protégées dans leur travail. C'était Marie-Louise Barichako, présidente du mouvement Inamahoro. Les violences basées sur le genre et le non-respect des droits des femmes et des filles au Burundi ont caractérisé l'année 2021, même si cela n'a pas été suffisamment déclaré. Selon l'ONG CARE, le mariage précoce chez les jeunes filles est l'une des conséquences de cette misérable vie qu'ont subi les femmes et les filles. Le détail avec Elvis Mungere.
Au Burundi, 90% de la population vit de l'agriculture à petite échelle. Pourtant, selon l'ONG Keya, c'est l'entière des terres du pays est propice à la culture agricole. La même organisation indique que 60% de la main-d'œuvre agricole est constituée de femmes qui sont aussi confrontées à l'inégalité des chances et des droits au quotidien en 2021. Selon toujours Keya, la plupart des femmes et les filles n'ont pas été traitées au même pied d'égalité avec les autres dans différents domaines de la vie du pays, surtout d'administration. Ici, Keya a fait savoir que seuls 20% des membres des organes décisionnels locaux sont des femmes. En plus, en grande partie, les femmes et les filles se retrouvent dans différents travaux fatigants et qui sont empirés et par les naissances qui ne sont pas espacées. Keya indique que seulement 20% des femmes ont accès aux méthodes de planification familiale pure. Encore, c'est cette organisation qui vient de passer près de 27 ans au Burundi. Une femme sur 3 au Burundi a subi des violences conjugales au cours de l'année écoulée. En plus de cela, suite à cette situation, 13% des filles sont mariées avant l'âge de 18 ans. Néanmoins, cette organisation fait savoir qu'aujourd'hui, en collaboration avec d'autres organisations partenaires de la société civile, continue de redresser la situation, surtout en se concentrant sur le partage de connaissances et des capacités. De surcroît, l'objectif principal ici est de soutenir de manière créative et en grande échelle la résilience et la transformation des communautés les plus vulnérables et des troubles qui se sont produits au Burundi. La police spéciale de roulage exagère dans l'exigence de pots de vin aux conducteurs de véhicules depuis la fin de l'an dernier. Que ce soit à Bujumbura ou sur les routes nationales, ces policiers se pointent à tous les 300 mètres au moins pour arrêter les véhicules alors qu'ils sont censés faire le même boulot. Les conducteurs qui se plaignent déplorent que ces policiers font tout pour les charger d'être en violation du code afin de demander facilement de points de vin que eux appellent le Fanta. Le point avec Eloge Kwizera. Plus de 10 endroits de la ville de Bujumbura sont déjà connus comme coins où se positionnent ces policiers de la police de roulage pour rançonner les conducteurs de voitures. Tout conducteur arrêté pour contrôle doit être accusé au moins d'une contravention, même s'il se croit en ordre, même avec des documents franchement obtenus de l'Office de transport en commun au TRACO. Cela c'est dans le but d'exiger à tout passage des ponts de vin. Les conducteurs de voitures font savoir que ces policiers exigent au moins une somme de 10 000 francs sous prétexte que la vie devient de plus en plus chère. À côté des policiers qui arrêtent les voitures, il y a des policiers gradés appelés des commissaires avec qui les policiers partagent le but. Tout conducteur arrêté doit au moins faire une vingtaine de minutes pour le soi-disant contrôle et chacun peut être arrêté plus de 5 fois par jour. Les conducteurs de voitures qui se sont entretenus avec la RPA fustigent cette perte de temps. Certains des endroits connus où ces policiers se pointent sont notamment en face de la banque KESPI, à 200 mètres au siège de la banque BCB, à 200 autres mètres au building Palais des Arts, au boulevard de la RDC, au boulevard de l'Iprona, sous tous les ponts comme Moha, Tahangwa et autres, ainsi que sur toutes les routes nationales. Les conducteurs de véhicules demandent au commandant de la PCR ou même aux organisés supérieurs, que ce soit le ministère ou autre, de se pencher sur la question. Il appelle que ce comportement avait disparu depuis que certains de ces policiers avaient été sanctionnés. Parlons gouvernance à présent. Le fait que le président de la République du Burundi possède à lui seul d'énormes étendues de terre viole les lois du pays. Propos de Gabriel Rufyiri, président de RICOM. Pour lui, ce sont ces richesses qui auraient poussé les hautes autorités du pays à refuser de déclarer publiquement les richesses. Suivez plutôt Gabriel Rufyiri, président de RICOM. L'ORICOM a essayé de voir ce que la loi prévoit par rapport à cela. On se base plus particulièrement à l'article 101 de la Constitution burundaise qui dispose que les fonctions de président de la République sont incompatibles avec l'exercice de toute autre fonction publique élective, de tout emploi public ou de toute activité professionnelle. Autre question à se poser. Ces champs qui sont cultivés sont obtenus par quels moyens? Par quelle voie? Donc, pour nous, cette activité est illégale. Il faut que le président de la République fasse tout pour interpréter cette disposition. Par ailleurs, la loi
numéro 1/14 du 19 mai 2020 portant fixation du régime des indemnités et avantages du président de la République, du vice-président de la République, du Premier ministre et des autres membres du gouvernement, ainsi que le régime des incompatibilités et de sécurité sociale, dispose que le chef de l'État, le vice-président, le premier ministre, les membres du gouvernement ne peuvent pas exercer aucune autre activité autre que les fonctions publiques. Donc, il en est de même par ailleurs que les épouses ou leurs enfants mineurs. Donc, toutes ces personnalités sont prises en charge à 100% par l'État du Burundi, c'est-à-dire les impôts et taxes des citoyens, des contribuables. C'est eux qui les payent. La loi, à commencer par la Constitution burundaise, à son article 95, prévoit que les membres du gouvernement, à commencer par le chef de l'État, doivent déclarer patrimoine. Tout cela, c'est pour interdire que les membres du gouvernement ou les hauts cadres ou autres cadres de l'État ne cumulent pas les fonctions. Donc là aussi, c'est une question à se poser. C'était Gabriel Rufyiri, président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, ORICOM. Parlons santé à présent. Une personne vaccinée contre la COVID-19 ne peut pas présenter de formes graves en cas de maladie comme celle qui n'est pas vaccinée. Elle est aussi moins contagieuse. L'explication donnée par un spécialiste en épidémiologie tropicale d'urgence après que le président du Parlement s'est moqué des personnes vaccinées qui sont tombées malades. Comme Konakouze conseille plutôt aux parlementaires de demander au gouvernement pourquoi il ne protège pas le peuple burundais contre cette pandémie comme dans les autres pays. Moi, je me demande pourquoi ne pas acquérir une expertise dans le contrôle de la qualité de ces vaccins que le gouvernement peut s'approprier sans problème, mais plutôt on voit que le gouvernement adopte des mesures de lutte non fondées scientifiquement, comme se donner à la grâce de Dieu, ou bien à des méthodes qui ne sont pas techniquement prouvées. Alors, le vaccin empêche, je peux le répéter, empêche les formes graves de la COVID-19, et il empêche une surcharge hospitalière, comme on le sait, et par cette pathologie, une mortalité évitable. Et on sait bien aussi actuellement, scientifiquement, que bien qu'elle n'est pas réduite à néant, une personne vaccinée n'est pas contagieuse au même titre que celle qui ne l'est pas. Cela veut dire que il y a au moins une réduction de plus de 50% de transmission de la COVID-19 chez les vaccinés que chez ceux qui ne le sont pas. Alors, se moquer des contaminations par le chef de ce Parlement, surtout se moquer de ces contaminations chez les vaccinés, est infondé techniquement, mais probablement qu'il est fondé surtout sur base de ce refus déguisé de ce gouvernement de protéger sa population comme son obligation dans son exercice. Alors, je dirais comme conclusion que le Parlement burundais, comme représentant du peuple, devrait plutôt demander à l'exécutif les raisons scientifiques de son refus de ne pas rentrer dans la campagne de vaccination de masse comme mesure phare de protection de la population à côté des autres mesures préventives qui sont proposées par l'Organisation mondiale de la santé. Alors là, je demanderai aussi aux autres organisations non gouvernementales, la société civile et les partis politiques de se lever et de demander les raisons très scientifiques, scientifiquement prouvées, les raisons de ce gouvernement de refuser d'appliquer les mesures préventives, y compris la vaccination de masse, et pourquoi laisser rentrer le vaccin alors qu'il va périmer dans les stocks et qu'il ne sera jamais administré à sa population. C'était comme Konakouze, spécialiste épidémiologiste. Au chapitre économie, la carence du sucre qui s'observe ces derniers jours serait consécutive au mauvais fonctionnement de la CESUMO à cause des machines défectueuses.
La campagne de production de sucre de cette année ne sera possible que si ces matériaux seraient remplacés ou encore réparés. Les détails avec Francine Mahor. Selon notre source, les machines et autres matériaux sont endommagés et d'autres ne fonctionnent plus. On peut citer par exemple les chaudières qui produisent de l'énergie électrique qui par la suite fait fonctionner certaines machines. Ces chaudières totalisent 34 sans être remplacées et aujourd'hui acquises de fuites. Notre source mentionne également des disjoncteurs de mauvaise qualité et des centrifugeuses nécessaires à la séparation du sucre et la mélasse qui aujourd'hui ne fonctionnent pas convenablement. Tous ces équipements sont incontournables dans le bon fonctionnement de l'usine. Notre source fait savoir qu'à défaut de son matériel, la production du sucre ne se fera pas. Son mauvais fonctionnement des activités de la Sosumo aurait commencé au mois de novembre de l'année dernière avec l'apport d'une nouvelle machine électronique. Toujours est-il que celle n'a jamais marché jusqu'à aujourd'hui. Les personnes qui devaient la faire fonctionner ne sont jamais pointées pour la mettre en marche. Cette machine a coûté à la société 500 millions de francs. Notre source poursuit en affirmant même que la grosse machine de labour s'est révélée être archaïque. Ce ne sont seulement pas les outils qui sont la cause du mauvais fonctionnement de la Sosumo, mais aussi le transport du sucre. Évalué à 720 millions pour 15 000 tonnes, il est estimé aujourd'hui à 828 millions. Une tonne de sucre est transportée pour 55 200 au lieu de 4 800 francs. Pour notre source, le bilan d'août dernier montre un résultat positif de la Sosumo. En vrai, le résultat est négatif à cause de tous ces problèmes que connaît la Sosumo. Malgré toute cette précarité, précise notre source, aucun plan n'est établi pour remédier à la situation. Si les activités de rénovation de l'usine ne seront pas entreprises aujourd'hui jusqu'au mois de mai, la préparation de la campagne de production du sucre sera vouée à l'échec. Merci à toi aussi Francine Mahoro. Après cette petite transition, c'est le mini-magazine au cœur de la société. RPA. Chaque année, un grand nombre d'élèves arrêtent leurs études après le concours national à l'école fondamentale. Ces élèves qui échouent se retrouvent abandonnés. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui essaiera de comprendre, avec les contributions d'un analyste, la problématique autour de cette question. À la présentation, c'est Béni Axela Khan. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agate Kakawe, Radio RPA Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. S'inscrivant dans les réformes éducatives burundais, le ministère de l'Éducation a annoncé le 24 août 2016 les critères de réussite concernant le concours national de certification et d'orientation pour le poste fondamental. 5 ans après, au moins 30 000 élèves chaque année font des adieux à l'éducation scolaire pour avoir échoué au concours post-fondamental. Que deviennent donc ces élèves qui échouent? Que proposent les éducateurs? Les réponses, c'est dans ce mini-magazine au cœur de la société de ce samedi 15 janvier 2022. À la présentation, Béni Axela Kahana. Bienvenue. Depuis 2016, l'État burundais n'est pas revenu sur sa décision. Et parmi les élèves qui échouent au concours post-fondamental, certains ont déjà laissé tomber définitivement l'école et sont passés à autre chose. Émile Nibasumba de la radio publique africaine s'est entretenu avec certains d'entre eux. J'ai réussi la 8e année. Arrivé en 9e année, j'ai échoué au concours national. C'est alors que j'ai vu que je ne pouvais rien faire que le taxi-vélo, car ma famille n'était pas à mesure de payer pour moi l'enseignement des métiers. Je demande à l'État de repenser à ma scolarité. Maintenant que je reste à la maison sans occupation, c'est un problème. C'est la solitude qui règne dans mon cœur. Car à l'école, on échangeait avec des camarades et on se prenait en charge psychologiquement de façon mutuelle. Je demanderai à l'État d'approcher les administrés afin de détecter les problèmes qu'ils endurent et d'en trouver des solutions. Je viens de terminer la 9e année.
J'ai échoué au concours national et mes rêves de décrocher un diplôme ont été anéantis. Je m'occupe du travail d'aide-maçon du jour au jour pour gagner mon pain quotidien. L'État avait promis une formation en entrepreneuriat aux jeunes dont leur scolarité s'est bloquée à 9e et leur donner du capital pour travailler et s'autosatisfaire. Mais on ne sait pas où on en est avec cette promesse. Les chiffres les plus récents fournis par le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique pour l'an 2020 montrent que le taux de réussite global était de 62,8%, qui correspond à 57 413 élèves sur 91 420, soit 34 007 élèves ont été victimes de la mesure. Dans la première promotion de ce nouveau système éducatif, 80 000 élèves n'ont pas eu la latitude de continuer les études post-fondamentales. Libéran Nwashida Kandi, expert en éducation, propose 3 solutions qui auraient pu être pensées bien avant la mise en place du système éducatif de l'école fondamentale. C'est la classe moyenne qui contribue au développement d'un pays. Et la classe moyenne est composée justement par des personnes qui connaissent des métiers comme la plomberie, comme les installateurs d'électricité dans les bâtiments, lors des constructions, comme les mécaniciens auto et vélo et moto aujourd'hui au Burundi. Donc, il aurait fallu construire plusieurs écoles de métiers à travers tout le pays et orienter ces élèves, ces enfants, ces jeunes dans ces écoles selon l'intérêt de chacun, selon le choix de l'enfant. Et à côté de ça, l'on constate aujourd'hui qu'il y a beaucoup de chômeurs qui terminent les études. Il faut penser à un financement qui donnerait un coup de main aux lauréats de ces écoles de métiers pour qu'ils puissent créer des coopératives et travailler ensemble. Je donnerai un exemple. Les Burundais construisent des bâtiments, des maisons, et ils ont besoin des chaises, des pupitres, des armoires, des lits, etc. Et sans oublier que l'État aussi construit des écoles, et vous savez très très bien que les bancs et les pupitres manquent. Les menuisiers, par exemple, si on crée une école de menuiserie, les jeunes qui termineraient cette école se mettraient ensemble avec l'appui du gouvernement, un appui financier, et pourraient véritablement contribuer au développement du Burundi en produisant des équipements que les Burundais achèteraient chez eux. Je soulignerai aussi un autre élément qui me semble important, c'est de se poser la question pourquoi il y a autant de jeunes qui échouent. Il faut penser à une méthodologie qui permettrait justement de diminuer le nombre d'enfants qui échouent, puisque le coût de formation d'un enfant, d'un jeune, est important. Donc, se permettre de faire échouer autant de jeunes, je crois qu'il y a plus de 30 000 chaque année, ce qui est énorme, c'est une perte pour le pays. Il y a presque 2 ans, le ministère de l'Éducation nationale a reconnu que les centres d'enseignement des métiers et centres de formation professionnelle où devraient être inscrits ces élèves qui n'avaient pas réussi au concours national sont dans l'incapacité de les accueillir. Et le gouvernement a décidé d'autoriser à titre dérogatoire le redoublement des élèves qui ont échoué au concours national. Et voilà, c'est ici que prend fin le mini-magazine d'aujourd'hui. Beni Axela Kahana, je vous le présentais. À la prochaine. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à toi aussi, Beni Axela Kahana. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir prêté oreille attentive. Ainsi s'achève cette édition. Merci aussi à l'équipe technique et à l'équipe de la rédaction pour leur bonne collaboration. À la présentation, c'était Onésime de Chimagize. Bon week-end à tous.